l'efficacité énergétique, pour le recyclage et la valorisation des déchets. Une start-up tunisienne qui s'appelle Binergie, ou Binergie, qui est représentée ici par son directeur commercial, c'est Khaled Rabhi. Marhaba, c'est Khaled. Ahla wa sahla. Fadl, c'est Khaled. Voilà. Il est jeune comme la start-up. Alors, comment ça va se dérouler? Très simple, comme les autres panels, je ne vais rien réinventer. Oui, bon, je peux m'asseoir. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Alors, le mot d'ouverture de Madame la Présidente du panel. Ensuite, je donnerai la parole à tour de rôle à mes amis les panélistes pour interagir avec moi par rapport à une ou deux questions. Et à la fin, nous ferons un petit résumé, sauf si quelqu'un de la salle insiste pour demander la parole et poser une question. Et puis, je vous donnerai, Madame Céline, le mot de la clôture, si vous voulez, hein, de la fin. Mais permettez-moi, Madame la Présidente de la session, de faire ma petite introduction du sujet. Alors, le chemin ambitieux vers la neutralité carbone en 2050 est semé d'embûches. L'économie circulaire n'est pas un concept nouveau, mais elle gagne en importance en tant que modèle durable qui recèle un potentiel considérable de réduction des émissions tout au long de la chaîne de valeur. Les solutions d'économie circulaire visent non seulement à réduire nos émissions directes de carbone, mais aussi le carbone incorporé lié à l'extraction, à la transformation, au transport et à la fabrication des produits. Les ressources sont limitées, ce qui signifie qu'en fin de compte, notre modèle économique doit s'adapter et évoluer vers l'efficience des ressources. Les entreprises doivent réfléchir à la manière dont elles planifient et conçoivent tous les types de ressources en réduisant le gaspillage et en minimisant les inefficacités qui peuvent souvent représenter une valeur financière importante. Le modèle classique, traditionnel, extraire, fabriquer, jeter, fait l'objet d'une attention accrue en raison des activités à forte intensité de ressources et d'émissions qui entraînent une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire souligne l'importance de s'attaquer non seulement aux émissions directes de carbone, mais aussi à nos pratiques de production et de consommation. La circularité signifie que les ressources sont limitées, et ça on a tendance à l'oublier. Il est essentiel de se concentrer sur la durabilité en éliminant les déchets et la pollution, tout en maximisant la durée de vie et la valeur des produits et en régénérant les systèmes naturels. D'où un nouveau concept qui commence à naître. On ne s'arrête pas seulement à la circularité, mais on va vers l'économie de régénération, qui reproduit et qui régénère les capacités de la nature à se reproduire. Le principe est de concevoir un système économique dans lequel les produits et les matériaux sont continuellement recyclés à leur meilleur niveau d'utilisation. Alors que nous constatons une attention accrue portée à ce modèle d'économie circulaire, la question se pose toujours de savoir comment les entreprises peuvent accélérer leurs projets pour être sur la bonne voie du net zéro. En passant d'une économie linéaire à une économie circulaire, nous nous concentrons sur la régénération plutôt que sur l'extraction.
Au lieu de dégrader continuellement la nature, nous construisons un capital naturel. Si nous passons à un modèle régénératif, nous commençons à imiter les systèmes naturels. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Lorsqu'une feuille tombe d'un arbre, elle nourrit la forêt. Depuis des milliards d'années, les systèmes naturels se régénèrent eux-mêmes. Les déchets ne sont qu'une invention humaine. Je vous donne la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre pourquoi je suis présidente, parce que vraiment j'ai beaucoup plus à apprendre que tous les collègues autour de moi, mais peut-être dire deux, trois mots. Déjà, merci à ceux qui sont restés. Je sais que la journée a été longue, donc là c'est de la motivation supplémentaire. Donc, pourquoi ce thème de la circularité dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui et demain de la décarbonation? Peut-être mettre en avant trois éléments principaux qui, j'espère, d'une certaine façon, sera le contexte pour les discussions d'aujourd'hui. Je pense qu'on l'a dit ce matin, mais peut-être je vais le redire. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une triple crise planétaire, du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la pollution. Je pense qu'on est tous conscients des impacts du changement climatique. On l'a répété ce matin pendant l'ouverture et on le vit tous les jours. Je pense qu'on est aussi peut-être moins conscient, mais je pense qu'on est quand même conscient des taux d'extinction de nombreuses espèces dans le monde. Et on sait aussi que l'extraction, le traitement et l'utilisation des ressources contribuent de façon significative à tous ces impacts que nous vivons. Donc premier message, triple crise planétaire. Deuxième message, c'est que le principal moteur de cette triple crise planétaire, c'est l'augmentation de l'utilisation des ressources dont vous parliez. Mes collègues me disent que l'extraction et le traitement des ressources matérielles sont responsables aujourd'hui de plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre et que l'utilisation des matériaux a plus que triplé au cours des 50 années. Donc le troisième message, qui est en fait d'une certaine façon qui va être la base de notre discussion, c'est qu'aujourd'hui, est-il possible de réduire l'utilisation des ressources tout en faisant croître l'économie, en réduisant les inégalités, en améliorant le bien-être et en réduisant considérablement les effets sur la planète et l'environnement. Et c'est un petit peu là tout le défi pour cette session, mais généralement pour tous les experts et les pratiquants du développement, c'est de voir comment une action intégrée dans les domaines de l'utilisation efficace des ressources, du climat, de l'énergie, de l'alimentation, du traitement des terres, peut avoir des effets positifs que si on traite ces questions de façon en silo. Je pense qu'aujourd'hui, toute la discussion a lieu par rapport à cette vision ou cette approche intégrée de ces questions. Donc, d'une certaine façon, le défi de notre décennie sera de voir comment on peut accélérer et mettre à l'échelle des solutions plus intégrées pour remédier à ce qu'on voit aujourd'hui, qui est une utilisation des ressources qui n'est pas soutenable, qui passera bien sûr peut-être par des changements technologiques, des nouveaux modèles économiques, des approches de gouvernance peut-être différentes, mais surtout la volonté et la détermination des dirigeants politiques et économiques à faire des choix. Et pour nous, et là je parle en tant que programme des Nations Unies pour le développement, ces choix doivent s'inscrire dans la promotion d'une vie décente pour tous, dans les limites de la planète. La planète a des limites.
Donc c'est comment arriver à s'assurer que les arbitrages sont faits pour qu'on puisse vivre une vie décente, mais pas le faire au détriment de la planète. Et donc je pense que cette discussion de la circularité, pas seulement l'économie circulaire, mais la circularité est vraiment au cœur de cette nouvelle façon de faire, de produire, de réutiliser, de se comporter et aussi de participer à l'économie de régénération. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit Madame Céline Moreau, la représentante résidente du PNUD à Tunis. Merci pour ce cadrage extrêmement important. Le PNUD agit et intervient, entre autres, dans les pays arabes, dans la région arabe. Alors, ce concept ou ce nouveau modèle d'économie circulaire, comment est-ce qu'il est abordé par le programme des Nations Unies pour le développement auprès de ses partenaires pays arabes? Et quel est, ou comment est appréhendé le lien entre l'économie circulaire et la décarbonation particulièrement? Monsieur Thomas Pitou, d'après votre expérience et votre travail quotidien, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ces questions? Mais si vous voulez nous donner peut-être un tout petit peu avant, mais très rapidement, un sommaire un peu de l'outlook, en quelque sorte, global de la consommation, la production de matière, d'une manière générale, dans le monde. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la deuxième question sur le lien entre décarbonation et puis production de matière. Je pense que vous l'avez déjà fait, en fait, dans votre introduction et aussi dans les mots de la présidente. En fait, ce qu'on voit, c'est que au cours des 6 dernières années, l'humanité a consommé plus de 500 milliards de tonnes de matériaux, soit presque autant que ce qu'elle a consommé sur le XXe siècle. Et au cours des 25 prochaines années, donc d'ici 2050, on prévoit que l'humanité, elle va consommer autant de matériaux que ce qu'elle a consommé depuis le début de l'humanité. Donc, on est face vraiment à un enjeu qui est extrêmement important. Sachant que cette croissance de consommation de matières premières, elle est conduite principalement par la décarbonation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les 3/4 de l'augmentation de consommation de matériaux dans les prochaines années qui va l'être par les véhicules électriques et par les photovoltaïques. Donc ça va représenter 3/4 de l'augmentation de consommation en matériaux. Ensuite, on aura 20% qui sera réalisé par ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, la digitalisation. Et donc ça demande une extraction, un traitement, vous l'avez dit tout à l'heure, de ressources qui sont à l'origine de 90% de la perte de biodiversité et à plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, on constate qu'on a une raréfaction des matières premières, ce qui fait qu'on a besoin d'aller toujours plus loin et d'employer toujours plus d'énergie pour aller chercher ces matières premières. Et ce qu'on constate, c'est que d'ici 2050, en fait, on va avoir l'extraction et la demande énergétique pour aller chercher ces ressources naturelles, elle sera plus importante que les gains qui seront faits à travers l'extraction pour la décarbonation. Donc, en fait, il y aura un inversement en termes de consommation énergétique. On va consommer plus d'énergie pour aller chercher ces ressources qui sont utilisées notamment dans les batteries
et dans les composants des solaires et des batteries pour les véhicules électriques. Donc la consommation d'énergie va être plus que ce qu'elle va pouvoir stocker et des bénéfices qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Et donc ça va aussi augmenter la pression sur les zones protégées, parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des ressources facilement accessibles, elles se trouvent souvent dans des zones protégées, dans des zones où il y a une forte concentration de l'habitat. Et donc, ça entraîne des choix et des compromis avec la nature, mais aussi avec la santé des personnes qui sont très importantes. Et donc, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer sur ce chemin et qu'on doit absolument trouver des alternatives. À l'heure actuelle, il y a seulement 7,2% des matériaux utilisés qui sont recyclés dans nos économies. Et simplement, pour vous donner une idée, il y a 5 ans, en 2019, ce n'était pas 5,2%, c'était 9%. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une tendance qui est plutôt à la baisse. Et donc, on est vraiment dans une économie. Vous avez parlé de l'extraction fabriquée et jetée. On est vraiment dans une économie linéaire du jetable. Et donc, ça demande vraiment un changement de paradigme, puisqu'on considère que dans la structure économique actuelle, le potentiel de circularité de l'économie mondiale se situe autour de 40%. Donc, on est autour de 7% aujourd'hui et potentiellement, on pourrait arriver à 40% de circularité. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont très importants pour la durabilité, pour nos modèles économiques et pour la décarbonation. Je pense que le lien entre décarbonation et matières premières, il est clair, il est évident. Très bien. Thomas, si oui, vous permettez que je vous coupe un tout petit peu et revenir à ma première question. Oui. Ces enjeux aussi importants, selon votre expérience et vos relations avec les pays arabes, les États arabes, les différentes parties prenantes, comment ils sont perçus? Comment sont perçus ces enjeux? Ou comment fait le PNUD pour essayer d'embarquer ces pays arabes, les différentes parties prenantes, dans une nouvelle logique, hein, sachant que la plupart de nos pays arabes sont des pays importateurs de technologies, donc de solutions, y compris les solutions de décarbonation qui impliquent plus de consommation de matière, comme vous venez de le dire. Très bien. Donc effectivement, je pense que l'un des points, on travaille à plusieurs niveaux. Hein. L'un des niveaux qui est très important, c'est sur les questions d'information, de sensibilisation, de plaidoyer, d'études qui vont permettre je pense, à la fois d'informer les populations pour qu'elles-mêmes puissent aussi s'engager et prendre conscience de ces problématiques, mais aussi sur les gouvernements, le secteur privé, l'ensemble de la société civile et des collectivités territoriales. Donc il y a un engagement qui est très, très fort, qui est fait à ce niveau-là, en matière, j'ai envie de dire, de sensibilisation et d'information. Ça, c'est un premier point qui, à mon avis, est très important. Ensuite, il y a un travail qui est fait une fois qu'on a fait ça, et ça, je pense que c'est un travail qui est continu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire un jour, on va informer, on va faire une campagne, et le lendemain, ça s'arrête, mais c'est quelque chose qui doit aussi être intégré et être fait de façon permanente. Ensuite, il y a un travail qui doit être effectué sur les politiques qui sont liées au changement climatique. Donc, on est à l'heure actuelle dans un moment où on est en train de réviser les CDN pour 2025. Vous savez qu'à la COP 28 de Dubaï, il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment sur l'économie circulaire.
Et donc là, et également sur la mise à jour des CDN. Et donc l'un des enjeux sur lesquels on est en train de travailler, c'est d'intégrer l'économie circulaire dans les CDN et donc s'assurer que ça devient l'un des moyens, l'un des outils de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation. Donc on a développé une boîte à outils qui est en ligne et qui est à disposition des gouvernements pour mieux intégrer ces problématiques-là dans les engagements au niveau des CDN. Où est-ce qu'on peut la trouver, la boîte à outils? Alors, on peut la trouver sur le site du PNUD. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra peut-être partager par la suite. Très bien, merci. Oui. Voilà. C'est quelque chose qui est fait, je dois le dire, avec le PNUE et la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Oui. Ensuite, on travaille aussi sur les politiques et les plans de développement nationaux. Donc, d'un côté, on a les politiques qui sont liées au changement climatique, mais c'est aussi important d'intégrer et d'avoir une approche qui ne soit pas seulement sur le changement climatique, mais sur le développement économique et social, non? Soit une approche intégrée, intégratrice et de développement durable. C'est ça. C'est ça. Donc, ils sont liés aux ODD, aux objectifs de développement durable et qui sont intégrés dans la planification et la budgétisation nationale et les budgétisations sectorielles, donc dans les différents ministères de ligne. Intégrer ça dans les stratégies de chacun des ministères et dans la budgétisation du budget national. Très bien. C'est excellent. Je pense que c'est suffisant. Mais vous répondez à une question, mais très rapidement. Oui. Très rapidement. Alors, quel est le feedback des pays arabes, de vos partenaires, d'une manière générale, par rapport à ce que vous faites? Alors, je pense que le feedback est assez bon. Mais en fait, il y a un peu une dissension entre le feedback et ensuite l'opérationnalisation. Donc la question, c'est vraiment comment concrètement on met ça en œuvre et comment on arrive à intégrer et à changer ce modèle économique, parce que comme je l'ai dit au début, ça demande un changement de paradigme. Et notamment dans les pays arabes, on a des pays qui, comme vous le savez, sont producteurs de matières fossiles. Oui. Et donc, pour eux, ça implique des changements, j'ai envie de dire, qui sont dans la constitution même de leur ADN économique, non, et de leur modèle de développement économique. Oui. C'est existentiel. Existentiel, exactement. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Je reviendrai à vous tout à l'heure, à la fin, si vous permettez. Alors, les entreprises, comme vous l'avez dit, parmi les acteurs clés importants, ont besoin de solutions. Ils ont besoin d'être aidés, non seulement techniquement ou sur les technologies, mais également des solutions de décarbonation et des solutions de circularité dans le recyclage, dans le choix des matières, dans le choix des produits, dans l'éco-conception, etc. Je ne sais pas si Melik, si le rôle que joue Suez, notamment Suez Climate Solutions, si parmi ces Climate Solutions, vous proposez ce genre de nouveaux outils, instruments pour changer le paradigme, comme nous a dit tout à l'heure Thomas. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accorder l'opportunité de parler lors de ce forum. Alors, on vient d'entendre des chiffres assez alarmants. Donc, j'espère que je vais donner une note plus positive parce qu'effectivement, je pense que le secteur privé peut apporter des solutions. Alors, Suez, c'est un leader dans les solutions circulaires dans la gestion des eaux et des déchets. Alors, je vais donner quelques chiffres. Dans le secteur des déchets, on assure le tri de 9 millions d'usagers dans le monde. On compte 70 000 clients commerciaux et industriels et on génère et valorise plus de 4 millions de tonnes de matières premières secondaires par an. Alors, on est fortement engagé dans la décarbonation de notre propre chaîne de valeur, mais aussi celle de nos clients. Alors, en premier lieu, on doit être exemplaire et on s'est fixé chez Suez des ambitions
élevé. On s'est engagé à réduire d'ici à 2030 les émissions de nos activités dans le secteur de l'eau de 30% et dans celui des déchets hors incinération de 40%, pardon, et dans celui des déchets de 25% au même horizon. Voilà. Maintenant, pour accompagner la décarbonation de nos clients dans le secteur des déchets, nous, on applique le principe des 5 R, à savoir réduire, réutiliser, recycler, revaloriser et repenser. Alors malheureusement, recycler et revaloriser, ça coûte plus cher que recourir aux matières premières vierges et aux énergies fossiles. Donc ça oblige à repenser le partage de la valeur entre tous les acteurs de la gestion des déchets. Alors, en premier lieu, donc chacun doit contribuer, l'ensemble des acteurs de la filière doivent contribuer à leur niveau à la transition vers une économie qui est plus circulaire. Alors en premier lieu, il y a les autorités publiques qui doivent, via la réglementation, pousser à moins d'enfouissement, plus de recyclage, plus d'éco-conception. Vous avez les entreprises qui doivent contribuer via des systèmes comme les REP, donc les responsabilités élargies des producteurs, à la prise en charge du coût de la gestion de la fin de vie des produits. Bon, je n'ai pas le temps malheureusement, mais on pourrait parler de l'exemple des REP en France avec la REP emballage qui collecte plus de 900 millions d'euros par an et qui les utilise pour le recyclage et le tri. Et enfin, à mon sens, il y a les institutions, les bailleurs internationaux qui doivent faciliter l'accès au financement pour développer des infrastructures de recyclage et de revalorisation. Voilà. Alors, chez Suez, on collabore avec toutes ces parties prenantes et bien d'autres, comme le secteur informel, mais on collabore avec eux régulièrement, mais la mise en place des leviers que je viens d'évoquer, elle ne va pas se faire rapidement et elle dépend des géographies. Donc, chez Suez, on développe des nouveaux business models qui permettent d'accélérer malgré tout la transition vers une économie plus circulaire. Alors, ces nouveaux business models, ils reposent sur quoi? En fait, c'est sur donner plus de valeur, développer des nouveaux usages aux matières recyclées pour leur donner plus de valeur et également monétiser ce qu'on appelle les attributs environnementaux de ces activités via les crédits carbone, les crédits plastiques et autres. Et bien sûr, en commençant par l'évitement et la réduction. Absolument, en commençant par la réduction et l'évitement. Le recyclage, il est fondamental parce que, en fait, il évite le recours à des procédés qui sont énergivores et il favorise les boucles locales qui réduisent drastiquement le recours au transport des matières. Okay. Malheureusement, il y a des grandes disparités et des défis qui varient selon la nature des matériaux qui doivent être recyclés et des déchets qui doivent être recyclés. Si je prends le cas du cuivre, il y a 15 ans, Suez avec Nexans, on a développé une co-entreprise qui aujourd'hui recycle 36 000 tonnes de câbles usagés par an et qui produit une grenaille de cuivre qui est pure à 99,9%. Donc en fait, grâce à des procédés industriels vraiment extrêmement modernes, on donne une valeur extraordinaire à ce qui n'était qu'un déchet. Et d'ailleurs, on est plus compétitif que l'extraction minière classique. Okay. Maintenant, si je prends le cas des plastiques, alors là, les défis sont complètement différents. À l'échelle de la planète, il y a seulement 9% des plastiques qui sont recyclés, alors qu'ils contribuent à 4% de toutes les GES. Voilà. Pourquoi? Principalement parce que le cours des plastiques, il est complètement corrélé aux énergies fossiles et évidemment au pétrole, et donc il est extrêmement peu onéreux. Donc, on doit développer des nouvelles solutions. Et c'est ce que Suez a fait. Je vais donner 2 exemples. Le Place Lab, donc en fait, on travaille avec nos clients industriels pour qualifier et développer des nouvelles formulations plus qualitatives à partir de plastique recyclé. Un autre exemple, tout début septembre, on a investi dans une start-up qui s'appelle Purple
alternative surface. Et donc, on recycle des plastiques qui sont non revalorisables et on les transforme en dalles de parking qui sont, elles, perméables. Donc, finalement, de quelque chose qui n'était pas valorisable, on crée un produit qui a de la valeur et en plus qui a des bénéfices puisqu'il permet de lutter contre l'imperméabilisation des sols. Malik, je pense que vous êtes en train de vous installer ou d'avoir un pied-à-terre à Tunis. Non? Absolument. Oui. Alors, pourquoi? Il y a un marché en Tunisie? Alors, c'est très bien. Alors, pour les 5 R? Non, mais alors c'est très juste. Nous sommes présents en Tunisie. Et d'ailleurs, ça allait être ma conclusion. Première conclusion par rapport à votre introduction et Madame la Présidente, il y a des solutions que peut apporter le secteur privé. Et nous, on est présents dans le cadre de partenariats public-privé, d'autres activités dans les déchets en Tunisie. Et en fait, on veut continuer à investir en Tunisie auprès des clients industriels, auprès des collectivités publiques dans le cadre de PPP. Et je dirais, nous, on a identifié un énorme gisement qui est celui de l'énergie renouvelable à partir des déchets. Voilà. Les déchets ménagers, ce qui est envoyé en enfouissement aujourd'hui, en fait, il contient des quantités colossales d'énergie, de méthane, qui sont des gaz à effet de serre terribles. Et en fait, chez Suez, on peut les valoriser sous forme d'électricité. Donc c'est la méthanisation, le biogaz. Le captage du biogaz, alors, la très conversion en bien. électricité. Vous me donnez juste la chance de passer à notre jeune, ici, Khaled, hein, qui représente la start-up Binergy, c'est comme ça que vous l'appelez? Binergy, qui justement se spécialise dans les solutions de biogaz et de micro-biogaz. C'est ça Khaled, احكي لنا شوية على ايش تعملوا. Merci beaucoup. Nous, Binergy, notre slogan c'est Less Waste, More Energy. Donc, notre slogan le dit bien. Le monde, en particulier la Tunisie aujourd'hui, nous avons besoin de solutions comme celle-ci. Si on prend par exemple les déchets ménagers en Tunisie, selon l'ONGED, chaque Tunisien produit entre 600 et 800 grammes de déchets ménagers par jour. Cela se traduit à plus que 2,8 millions de tonnes d'ordures ménagères par an. L'exception de la Tunisie, ou bien le cas particulier de la Tunisie, c'est que cette fraction, elle contient plus que 60% d'ordures ménagères organiques. Et cette proportion organique, elle offre un potentiel très considérable pour des solutions de méthanisation et de compostage. Donc les procédés de méthanisation et compostage permettent de produire de l'énergie renouvelable et des déchets organiques tout en réduisant les quantités de déchets qui vont être envoyés dans des décharges. En termes d'énergie, on va donner un exemple. À partir de ces déchets, nous pouvons couvrir les besoins de plus que 700 000 foyers tunisiens. Donc, en plus, la fraction inorganique, elle peut être récupérée sous forme de plastique, du verre et des métaux recyclés. Donc, si on combine un système de tri en amont à une installation de méthanisation, on peut produire du biogaz, voire de l'énergie renouvelable, récupérer des engrais organiques naturels et donc recycler les plastiques, le verre et les métaux. Les technologies, ils ne sont pas des technologies futuristes, c'est des technologies matures. Par exemple, la méthanisation, elle existe dans le monde comme technologie depuis 1859, commercialisée depuis les années 70. Il y a plus que 50 000 unités opérationnelles dans le monde. Donc on peut voir que ce sont des solutions. Très bien. Et Binergy, vous vous spécialisez dans quel créneau du biogaz? Surtout le créneau de la valorisation de déchets, mais plus particulièrement sur la méthanisation. Donc c'est le corps de notre métier. Donc en termes de méthanisation, c'est un process simple. On prend les déchets organiques, on les met dans un milieu hermétiquement fermé. Et naturellement, ça produit du biogaz. Donc le biogaz, ensuite, il est valorisé en énergie renouvelable. Vous allez jusqu'à quelle taille, quelle dimension? À toutes les tailles. Donc nous avons deux parties de notre activité. Une partie industrielle, donc elle fabrique des micro-méthaniseurs ici en Tunisie. C'est pour des petits agriculteurs ou bien des petits
des petites communautés. Et on a une activité EPC pour les grands projets, donc la réalisation C'est excellent. Et votre modèle économique, comment il est? C'est-à-dire, vous vendez à quel prix, par rapport à quelle demande? Comment vous faites? En fait, pour tirer un maximum de rentabilité économique, il faut voir tout le spectre de l'installation de méthanisation. En valorisant le digestat en compost, engrais naturel. En Tunisie, aujourd'hui, on aura beaucoup besoin. On l'importe même. Ça augmente la rentabilité économique des systèmes. Et en plus, pour les ordures ménagères, si on récupère les plastiques, les verres et les métaux, avec les technologies qui existent déjà sur le marché, on peut encore plus tirer encore de la rentabilité économique. Très bien, excellent. Bravo. On applaudit les jeunes. Hein. Et les moins jeunes. Bien, alors, Régie, s'il vous plaît, Winkom, Rati. Est-ce que vous pouvez nous passer l'enregistrement de Ahmed Hussein, qui est de l'Égypte? Il est prêt, l'enregistrement? Alors, Ahmed Hussein, directeur du département éco-industrie de Chemonix Égypte, et il est professeur en génie électrique, Université du Caire Égypte. Voilà. Alors, ma question à... Alors, ma question à Ahmed était la recherche-développement et les nouvelles technologies jouent un rôle important dans la transition vers une économie circulaire et à bas carbone. Selon votre expérience, notamment avec les pays de la région MENA, quelles sont les perspectives et les barrières à cette transition? À vous la parole, Monsieur Ahmed. Il ne m'entend pas, juste c'est un enregistrement. Hi Ahmed. Le son. Tomorrow, hopefully, I can be in person due to some. Good evening. First of all, it's my absolute pleasure to be here with you virtually. I couldn't attend in person due to some flight rearrangements, but tomorrow, hopefully, I can be in that wonderful event. I really thank the organizers and for considering me to be in the panel, but also for organizing such a very critical event. Decarbonization in the Mediterranean is not only a climate necessity, but it is really a key to competitiveness, capacity to export, capacity to develop the economy, industrialize more, achieve food security, and many things. My name is Ahmed Hussein. I'm the director of the Eco-Industrial Department of Chemonix Egypt. Chemonix Egypt is a management and an engineering consultancy firm that's been working in over 18 countries in the Arab region and East Africa. Since 1992, since we were founded, we've been focusing on the green economy, particularly waste management and circular economy. At that time, it was more under the title of recycling and waste management services, but now the title that encompasses this is circular economy. I've been thinking about what is our experience on the intersection of decarbonization and circular economy, and basically over the years, I think after reflection, we can classify this into three elements where circular economy becomes strongly in, and it's actually not only connected with decarbonization, but circular economy can also be connected with adaptation. Three ways, three types of projects that we have seen. First, projects come into the intersection of waste and the energy sector. A lot of the waste material can be transformed into energy resources. These energy resources normally over their life cycle are actually leading to less emissions. We have worked extensively, for example, in Egypt on projects related to recycling of used cooking oil. Most of the Arab region and the South Mediterranean are importer of cooking oil. Used cooking oil can be easily transformed actually to biodiesel, which decreases emissions upon consumption. We have worked on such projects mainly in Egypt, where the main market for this biodiesel is export. We have seen a lot of varieties. Sometimes you can
We have worked with projects related to using used cooking oil, but also sometimes blending that with other type of oils that normally can come from desert forestation, adding a nature-based solution element to the story. Other projects that we have worked with, we have, for example, designed one, probably the first waste-to-energy facility in United Arab Emirates. So now, on the scale of a few megawatts and few tens of megawatts, or maybe hundreds of megawatts, you can design a lot of waste-to-electricity projects. These waste-to-electricity projects can either be for grid purposes, but other applications that we have worked with, for instance, is also using sludge in wastewater power plants to generate electricity that is self-consumed. In this family of waste-to-energy, we see a lot of prospect in the Arab region in general, in the southern Mediterranean, around biogas, gasification, used cooking oil to biodiesel, and also RDF, which basically using part of the waste that cannot be recycled as a fuel for heavy industry. We have done that type of work, for instance, in Egypt, in Morocco, and the financial returns are normally very promising. Some of these projects, I have to say, like most of them are viable on commercial basis. However, when it comes to certain applications like grid injection of electricity, for instance, sometimes you need some incentives. Carbon credits are actually much easier to sell when it comes to waste projects compared to some of the other traditional renewable energy projects. The two other ways is that normally any recycling activities takes less energy to produce the material. For example, PE bottle would take 1/7 of the energy to produce plastic products if recycled, rather than being produced from virgin petroleum. Among the two, we have worked on supporting the establishment of 2-3 factories in the region, working on that. One actually last year in Jordan, in Amman, going from bottle-to-bottle application. Another very nice project that we worked with was establishing a factory that basically produces the polyester fibers that go in the textile and the clothing from the PET bottle. This shows you how connected circular economy is with the industry in general, but also with decarbonization. The third way is normally basically a lot of the bio part of the waste generally is either landfilled or incinerated, and that normally releases a lot of emissions. Basically, the southern and eastern Mediterranean maybe generates every year at least 200 million tons of biomaterial that in the form of waste. A lot comes from agriculture, a lot comes from food waste, and also comes from sludge. Basically, producing any product from this normally would lead to less emissions on the life cycle. I will not speak about the biogas because I think the colleagues from Methania are much more capable on speaking about this. But I want to speak about, for example, things related to the production of compost or recycled animal feed, which we have worked with in Egypt a lot, where you basically replace products that are normally extremely energy intensive, like chemical fertilizers or animal feed. But on the other hand, you also prevent this biomass from being... Voilà. Merci beaucoup. Il sera là demain matin, vous l'applaudirez de nouveau. Hein. Alors, dernier panéliste, mais Raed, je vous ai laissé en dernier parce que tout d'abord, je vous aime, mais parce que les questions qui ont été posées ou les points qui ont été soulevés tout à l'heure, ils ont évoqué en quelque sorte un déficit dans les courroies de transmission entre les différents acteurs et les différentes parties prenantes, justement pour prendre conscience de cette urgence climatique et de déficit en matière, en biodiversité, etc., et également pour shifter vers un nouveau modèle, un nouveau paradigme, nous a dit tout à l'heure
Thomas Pitot. Alors, le CITED, Centre international des technologies de l'environnement Tunis, depuis déjà 30 ans, hein, ma foi, presque, il fournit de l'assistance technique, il fait du renforcement de capacité, de la formation, de l'accompagnement d'entreprises, particulièrement industrielles, les PME tunisiennes, pour leur transition écologique dans le management environnemental. Alors, comment est-ce que le CITED arrive à inculquer ces nouveaux modes de gestion, de management environnemental, de prise en compte de la nature, de la circularité, etc., auprès des entreprises qui souvent sont tout le temps business, business, commerce, commerce. Alors, selon votre expérience, mais je vous laisse la liberté un peu de vous exprimer par rapport à ça. Micro, right. Ça va? C'est bon. Très bien. Merci Simonir pour la question. Bon après-midi à vous tous. Merci d'être là parmi nous. Pour répondre à votre question, effectivement, donc, le CITED œuvre de par sa mission à promouvoir les écotechnologies. Donc, nous disposons d'une panoplie de programmes et de projets d'assistance technique et de renforcement des capacités pour les différents acteurs et les entreprises industrielles ou de services, les jeunes entrepreneurs, les start-upers, les chercheurs, etc. Donc, parmi ces projets, je citerai l'accompagnement des entreprises pour l'évaluation de leur conformité réglementaire en vigueur, l'accompagnement pour la mise en place des démarches ISO pour la gestion de l'environnement, soit l'ISO 14001 ou également l'ISO 50001 pour la gestion de l'énergie, également la 45001 pour la santé et sécurité du travail, la RSE selon l'ISO 26000 et le pacte mondial, l'analyse du cycle de vie selon la 14040 et la 14044, l'évaluation et la quantification de l'empreinte carbone selon la 14067, l'éco-conception selon la 14062 qui est en train d'être mise à jour actuellement, qui est considérée parmi les piliers de l'économie circulaire, l'écologie industrielle également, ou dite aussi symbiose industrielle, qui est considéré également parmi les principes de l'économie circulaire, s'agissant d'une mutualisation de services entre différentes entreprises implantées dans la même zone d'activité, soit parc d'activité ou zone industrielle. Outre donc des projets de valorisation des déchets, etc., de recyclage des eaux usées, etc. Donc nous essayons donc lors de la conception et le montage de nos projets, de favoriser cet échange ou bien cet partenariat entre différents acteurs. Donc on travaille soit avec le public, on travaille et avec le secteur du public, donc en fonction de la thématique, les ministères concernés, les centres techniques et les agences sectorielles, le TICA, le privé, les entreprises porteurs du projet, les start-upers, les ONG également, les institutions internationales. Donc on travaille avec la GIZ, avec le PNUE, avec l'ONUDI, avec Expertise France, l'Union européenne. Donc nous avons une panoplie de projets dans ce sens. Je citerai actuellement, on est sur un projet avec l'UNEP, pour la promotion de l'éco-innovation selon le manuel élaboré par le PNUD et qui vise donc le renforcement de l'éco-innovation et la circularité et également l'empreinte environnementale des produits. Donc le projet est scindé en 3 composantes. La première composante concernait le renforcement de la politique nationale en matière de circularité pour le secteur du textile. Je ne sais pas si je l'ai dit ou non, c'est pour le secteur du textile. Donc, on est avec l'UNEP, la Fédération du textile, la FTTH, le CETEX également, le MFC Pôle d'El Fadj de Monastir,
Alors, le CETEX, c'est le centre technique, du textile. Alors, Ziraïd, excusez-moi, je vais juste vous interrompre un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une demande de la part de l'entreprise pour ces services, pour ces produits que vous offrez? Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Oui. Les entreprises sont conscientes de ces exigences qui ne cessent de s'accroître, d'être de plus en plus donc sévères à l'échelle internationale. Ils sont appelés à s'intégrer, à y répondre. Donc, ces exigences en matière de respect de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de la MACF, avant on parlait de l'ISO 14001. Donc, ça évolue. Donc, l'entreprise doit être en mesure de répondre et de s'apprêter. Donc, je pense que ce n'est pas un choix. Elles viennent vers vous? Oui. Mais peut-être pas en grande quantité. On est un acteur. Très bien. Merci beaucoup, Ziraïd. Merci. Je n'ai pas terminé. Juste, Et je sais, moi non plus, je n'ai pas terminé. Je peux rester. Donc, je disais que ce projet d'Intex... Mais nous devons terminer tous ensemble. Allez, très rapidement. Très rapide, parce que j'ai un enchaînement. Je disais que pour ce projet, il est scindé en 3 composantes. Donc, le renforcement de la gouvernance nationale dans le secteur du textile en matière d'éco-innovation et de circularité. Donc ça, c'est stratégique. Et la deuxième composante concerne l'éco-innovation. Et là, on est en train d'accompagner un pôle d'entreprise du secteur du textile pour mettre en place ce guidelines de l'UNEP pour l'éco-innovation. Oui. La troisième composante, c'est le PEF, le Product Environmental Footprint. C'est un référentiel qui est en train d'être finalisé au niveau de l'Union européenne pour le secteur du textile. C'est le PEFCR, c'est les rules du PEF, comment mettre en œuvre cette Product Environmental Footprint, l'empreinte environnementale des produits. Nous sommes aussi sur un projet avec la GIZ, c'est très important de le dire, sur l'empreinte, nous avons encore des amis de la GIZ dans la salle. Sur l'évaluation et la quantification de l'empreinte carbone, selon la 14067, pour une centaine d'entreprises de différents secteurs. Nous avons commencé avec le secteur de l'immobilité, donc nous sommes sur un projet avec la GIZ, comme je disais, et l'AGITAS, le groupement des industries tunisiennes de l'aéronautique spatiale, également ETA, dont le président était là lors du président panel. Et ça pour accompagner une centaine d'entreprises pour mettre en place, pour calculer leur empreinte carbone, mais également d'implanter, de mettre en œuvre, de déployer une démarche de RSE selon le pacte mondial des Nations Unies. Ce projet, donc, il prévoit également le renforcement des compétences nationales en la matière. Donc, une trentaine de bureaux d'études, d'experts, de consultants sont en train d'être formés. Voilà. Dernièrement, nous avons clôturé un projet sur l'éco-conception avec la GIZ et l'ANGED et le centre technique de l'emballage, le PACTEC, parce que ça concernait un produit d'emballage en plastique, deux produits d'emballage en plastique. Très bien, Right. C'est suffisant. C'est déjà beaucoup. Juste une minute pour finir. Non, une minute, juste pour dire que ces approches de circularité ou d'économie circulaire se basent sur l'implication de tous les acteurs les plus pertinents sur la chaîne de valeur et également sur l'analyse du cycle de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que qui dit analyse du cycle de vie du produit dit depuis l'acquisition de la matière première, allant le transport, l'approvisionnement, le stockage, la production et également la maintenance, l'utilisation par la suite de la commercialisation, le transport y intervient aussi, la fin de l'usage, l'utilisation et la fin de vie. Et dans ces approches-là, on essaye à chaque étape de cycle de vie de dégager les différents impacts environnementaux, y compris celles du changement climatique, et là, pour enchaîner avec les actions ciblées relativement à la décarbonation. Donc, la majorité de nos projets
ça il faut dire, débouche sur du plan d'action pour l'atténuation, pour l'adduction, pour l'amélioration des performances environnementales des entreprises. C'est excellent. Merci beaucoup, Raïd. Et on applaudit Raïd et à travers lui, toutes les femmes et tous les hommes du CITET. Merci beaucoup. Bien, je suppose que dans la salle, il n'y a pas de questions. Hein? Bon, je vais prendre seulement 2 questions. Ici, micro, s'il vous plaît. Andek micro, baladeur, madame. Alors, monsieur, ici. Bon, je prends 3. Allez. 1, 2 et 3. Mais, Brabbi, très, très brièvement, s'il vous plaît. انت زاده اش بشي تحلت الشيء. Allez-y, présentez-vous et posez votre question rapidement, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je sais qu'on a été tous en retard, mais c'était pour nous très important de suivre la question d'économie circulaire. Sami Benir, je suis consultant pour l'organisme français international ACTED. Je travaille pour ACTED Tunisie actuellement. Je fais une étude sur l'économie circulaire au gouvernement de la Manouba. Et j'ai une petite question pour vous. Je sais que, comme m'a dit M. Thomas, la circularité qui était de 9% en 2018 a chuté à 7% en 2023. Et déjà, à part la chute, le taux de circularité en lui-même, il est très faible. Si on voit de l'autre sens, c'est-à-dire nous avons plus de 90% qui sont jetés dans la nature. Donc, je voudrais savoir la raison. Et je sais qu'une bonne partie de cela est à cause des problèmes législatifs. Il n'y a pas eu de loi pour obliger les producteurs, que dernièrement, peut-être on dirait 2 années que l'Union européenne a préparé déjà la taxe carbone premièrement, et deuxièmement la question de réparation des produits que produisent, que ce soit pour la question des aides électroménagers et surtout pour tout ce qui est jetable, en évitant de faire du plastique, tout ce qui est les pailles, tout ce qui est les couverts, et cela a pris autant de retard législatif, et ça c'est l'Union européenne, à voir la Tunisie qui est encore plus en retard, parce que nous avons déjà... Je pense que la question est claire, voilà. C'est le rôle de la réglementation. De la réglementation, voilà. Qui est... Très bien, merci beaucoup. C'est ça là, c'est ça là. Madame Microhoni, allez-y, on fait rapidement. Merci. Rabbi, essayez d'être beaucoup plus bref que monsieur, s'il vous plaît. Je vais être beaucoup plus bref que vous. Alors, c'est monsieur Boudjemadi, je suis du PNUD Algérie, très intéressant. La circularité, c'est clair, c'est un paramètre très important dans la chaîne de valeur de la décarbonation. Là, j'ai une seule question. On parle de l'amont, on parle de l'aval, et après l'aval, il y a la transformation. Comment vous faites le lien entre l'aval dans une économie circulaire avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin? Donc, transition énergétique basée sur l'efficacité énergétique et le renouvelable, il n'y a pas que ça, mais c'est pas on va dire, on n'a pas été trop loin dans le sujet ce matin. Et puis on a parlé de la mobilité électrique. Moi, je préfère parler de la mobilité propre et durable. Comment vous voyez le lien entre l'aval dans une économie circulaire et tout ce qui est transition vers la décarbone? Très bien, merci beaucoup. Très bonne question. C'est ça là. Merci. Moi, ma question, c'est Malik, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous travaillez dans la valorisation des déchets à des fins énergétiques. Parce qu'il n'y a pas une valorisation énergétique, il y a une valorisation à des fins énergétiques. Ma question, elle est suivante. Bref, quel est le coût, puisque vous avez étudié ici en Tunisie, vous comptez vous installer, quel est le coût de la tonne de combustible alternatif, que ce soit la dénomination RDF, la dénomination combustible solide de restitution, quel est le coût? Voilà. Très bien, merci. Mais c'est une valorisation à des fins énergétiques, parce qu'il faut faire la distinction entre les deux. Oui, merci. Donc, merci. Alors, dernière intervention, s'il vous plaît, mais vraiment la dernière, parce que on ne peut pas se permettre de ne pas donner la parole à une dame qui attend depuis 9 h du matin. Merci
Merci, parce que le texte est très intéressant. Nous, en tant que ministère des Finances, on s'intéresse beaucoup à la circularité. C'est la tendance au cours des dernières années de vraiment prévoir non seulement un régime juridique à la circularité, mais aussi un régime fiscal. Et donc, je m'intéresse à la présentation de M. Melik par rapport à la REP, parce qu'on a contribué aux ateliers pour la mise en place de filières REP, responsabilité élargie, mais sincèrement, on n'avait pas entendu parler jusque-là d'une REP pour la circularité et pour la décarbonation. Donc aujourd'hui, vous m'interpellez sur ces deux concepts, car jusque-là, on parle REP pour la gestion des déchets au sens strict du terme et au sens classique du terme, à savoir collecte de déchets. Donc j'aimerais bien vraiment que nos collègues de l'ONGED nous sensibilisent sur ça. Merci. Et deuxième très rapide question pour monsieur l'entrepreneur, le start-up. Oui, très vite. J'ai entendu parler un mot un peu qui m'a interpellé par rapport à la collecte de déchets, je pense, auprès, vous avez dit on importe, et c'est auprès de businessmen, c'est-à-dire pas auprès de ménages. Nous, en tant que ministère des Finances, oui, auprès d'entreprises, et ils en importent aussi. Je pense que pour corriger le comportement quand même du consommateur et des ménages, entre autres, pour les fins d'une décarbonation, il vaut mieux aussi collecter auprès d'eux. Pour des raisons de rentabilité, vous avez dit que ce n'est pas vraiment rentable de le faire, je l'ai compris à contrario. Nous, en tant que ministère des Finances, je pense le régime fiscal, madame, mon supérieur vient de me le rappeler, on a accordé des avantages fiscaux pour le transport des déchets ménagers auprès des ménages. Donc, pourquoi pas en profiter et dans le cadre d'une responsabilité sociétale des entreprises, pourquoi pas contribuer à cet effort de changement du comportement du consommateur. Merci et des ménages. beaucoup. Je vois une autre main se lever, mais excusez-moi, je ne peux pas aller plus loin dans le temps. Je ne peux pas vous retenir plus que ça, ni retenir mes chers panélistes plus que ça. Excusez-moi, vous m'excuserez, je suis sûr. 30 secondes, c'est beaucoup. Allez. Bon, alors, vos réactions par rapport aux différentes questions. Je commencerai par vous, Melik, mais vraiment une minute. Une minute. Ouais, bon, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Le nombre de questions montre que c'est super intéressant. Moi, je suis là. Si vous voulez me parler après, il n'y a pas de problème, je suis à votre totale disposition. Donc, deux questions. Je commence par la dernière. Je ne parlais pas de REP circularité économique. Je dis juste qu'en France, il y a une vingtaine de REP. Les principales, c'est les emballages, les D3E, etc. Elles lèvent énormément de fonds. Et donc, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent financer le tri, la collecte et le tri. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a expliqué, pourquoi on ne va pas vers une économie circulaire, c'est que le recyclage des matières premières, secondaires, il est trop onéreux par rapport aux matières vierges. Donc si vous avez des éco-organismes et des REP qui sont mis en place, elles vont collecter des fonds qui vont venir financer les CAPEX, et c'est ça qui coûte c'est ça qui rend les CAPEX, c'est ça qui coûte le plus dans le coût de traitement. Donc grâce aux REP, on peut venir financer des grosses infrastructures qui permettent de recycler à un prix plus compétitif par rapport aux matières vierges. Merci. Deuxième question. Pour le RDF, je n'ai pas calculé, je n'ai pas étudié spécifiquement. Le RDF, donc les fioles alternatifs, c'est une filière qui est très intéressante. Le coût varie énormément selon que vous cherchez à produire du RDF à partir de déchets ménagers de votre poubelle noire, on va dire, ce qu'on appelle black bin. En revanche, si vous partez de déchets déjà de collecte séparative, et je sais qu'il y en a en place à Tunis, les refus de tri constituent des très bons RDF. Évidemment, plus la source est polluée, il faut respecter des normes pour le RDF pour qu'il soit réutilisable en cimenterie, etc. Plus la source est polluée, plus pour arriver à un fuel conforme, plus c'est onéreux. Donc en fait, je ne peux pas vous répondre, mais nous, évidemment, on est prêts à accompagner les autorités tunisiennes là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Raïd, une minute. Juste, si je peux répondre à la question qui a été posée tout à l'heure concernant la réglementation. Il faut dire qu'en Tunisie, on a été avant-gardiste avec la loi 96-41 sur la gestion des déchets qui envisageait depuis à l'époque cette tendance d'économie circulaire. Et j'ajouterai que nos collègues de l'ONGED et nous, au sein du ministère de l'Environnement, on est en train de travailler sur cette question de responsabilité élargie du produit. Certes, il y a un travail à faire, mais on est bien avancé. Très bien, merci beaucoup. Alors, Thomas, une réaction? Une réaction, alors sur la réglementation, je pense que ça a été traité.
Effectivement, tout à l'heure, le collègue de Acted a parlé de l'obsolescence programmée. Ça, c'est effectivement des choses, je pense, qui doivent être intégrées et réglementées absolument pour l'avenir. Quand on parle de changement de paradigme, c'est sur ces choses-là aussi qu'on discute. Sur la question de comment on fait le lien entre l'aval et puis la question de Riyad, là, effectivement, je pense qu'encore une fois, il faut changer de paradigme. Peut-être qu'il faut changer le paradigme de la voiture individuelle et d'aller vers la mobilité collective, non ? C'est plutôt sur des modèles de mobilité tels que celui-là qu'il faudrait s'orienter. Ensuite, effectivement, il y a un flux de matière qui se fait vers les zones urbaines et il y a un gros travail à effectuer sur les villes durables de façon intégrée. Donc, intégrer la circularité dans la planification urbaine à travers, d'une part, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments, sur effectivement la question des déchets, la question du transport, la question de l'efficacité énergétique également dans l'agriculture et dans l'accès à l'eau. Mais c'est vraiment repenser la ville et la planification urbaine d'une façon durable en intégrant la circularité et l'économie circulaire comme l'une des bases de ce changement. Très bien, merci beaucoup. C'est déjà 2 recommandations majeures. Khaled, عندك مضيف؟ Je vais juste répondre rapidement, madame. En deux mots sur les 2 points par rapport à l'importation. Moi, j'ai parlé de l'importation des engrais naturels. En fait, en Tunisie, actuellement, on importe des engrais naturels ou bien des engrais biologiques pour qu'ils soient utilisés principalement dans l'agriculture biologique et que une grande partie, ou bien on peut même avoir une couverture totale de nos besoins à partir du compostage des déchets organiques qui existent en Tunisie. Deuxième point par rapport à la rentabilité économique, en fait, aujourd'hui en Tunisie, si on parle du coût de revient et pas au prix de vente subventionné de l'énergie, mais au coût de revient réel par rapport à la STEG, que ce soit pour l'électricité ou bien pour le gaz, l'énergie seule, elle peut rentabiliser les solutions de méthanisation, voire plus si on rentabilise le compost, ou bien en engrais naturels, les digesteurs, et les plastiques, les verres et tout ce qui est recyclable dans les ordures ménagères, on peut avoir ou bien tirer plus de rentabilité économique. Donc ce sont des solutions qui sont rentables, même en Tunisie, surtout à grande échelle. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Sikhal. Merci. Alors, avant de donner le mot de clôture à Madame la Présidente de la séance, très patiente par ailleurs, hein, juste 2 petits mots, ma conclusion personnelle. Alors, quand on parle de décarbonation, nous devons faire très attention à ne pas changer un problème ou transformer un problème en un autre problème. Décarboner, c'est bien, mais il faut penser surtout à minimiser et réduire nos consommations, nos extractions de matière, nos déchets, sur tout le cycle de vie des produits qui sont consommés. Deuxième chose, trop de concepts. Il y a toujours de nouveaux concepts qui apparaissent. Thomas nous a parlé de changement de paradigme. Oui, moi, ça fait des années, enfin, pour vous dire la vérité, ça fait plus que 30 ans que j'entends parler de changement de paradigme. Alors, où est-ce qu'on en est dans le changement de paradigme? On a parlé de réglementation, on a parlé de freins, on a parlé d'obstacles. Il paraît qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, beaucoup de freins pour aller vers un nouveau paradigme, ou ne serait-ce que pour transiter un tout petit peu vers moins de consommation, moins de matière, moins d'énergie. Le défi, c'est comment lever ces barrières, notamment à travers probablement, éventuellement, une meilleure et un nouveau type de coopération nord-sud dans le bassin méditerranéen, puisque nous parlons
du bassin méditerranéen. Voilà, je termine avec ça parce que je suis le plus bavard dans ce panel et je vous donne la parole, Madame la Présidente, pour clôturer. Merci beaucoup. Non, merci encore pour votre facilitation et pour les contributions de tous et de toutes. Bon, peut-être 2-3 mots de conclusion. Un, je pense que, enfin, pour moi, au bout du compte, toutes ces discussions, ce sont des discussions de développement. Et le développement, par définition, est intégré. Donc, même si on dit qu'on fait des connexions, souvent on ne fait pas les connexions entre certaines choses. Donc, c'est vraiment important. Je le répète toujours à mes collègues. Si on est un expert de développement, un expert d'énergie ou un expert d'environnement, souvent on rentre dans son domaine et on oublie un petit peu le monde autour de nous. Donc moi, ce que je répète souvent, c'est qu'il ne faut pas oublier que même si on est conscient des connexions, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts parce qu'au bout du compte, les chiffres qu'on a cités aujourd'hui montrent que même si de façon abstraite, on comprend, la réalité de nos actions montre qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, c'est important aussi de travailler beaucoup plus en partenariat. Et quand je pense en partenariat, c'est pas seulement le partenariat public, privé, les instituts de recherche, les personnes qui financent certaines initiatives, mais c'est aussi qu'on travaille de façon multidisciplinaire. La réponse est souvent dans la multidisciplinarité. Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais bon, je le dis. Bon, d'accord, merci. Non, parce qu'au bout du compte, c'est en étant ensemble qu'on aura cette vision beaucoup plus intégrée des conséquences positives, mais aussi des conséquences négatives de notre travail. Donc moi, je le répète, au sein du PNUD, on essaie de faire ça. Bon, c'est ce qu'on peut contrôler, mais ça, après, je pense que c'est le début de la démarche. Deuxièmement, on a quand même besoin aussi d'accélérer. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment... De la même façon qu'on dit décarboner, 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 il faut décarboner, mais comme vous le dites, si bien il faut décarboner de façon intelligente pour que ça ne crée pas d'autres problèmes. Thomas le disait, de décarboner avec les voitures électriques, avec l'énergie renouvelable, ça peut créer d'autres problèmes. Et donc, il faut vraiment anticiper et prévenir. La troisième chose que je dirais, c'est que au bout du compte, aujourd'hui on parle beaucoup de déchets quand on parle de circularité. Mais à mon avis, alors moi vraiment là, je ne suis pas experte, hein, désolée, mais ça va beaucoup au-delà des déchets, c'est cette discussion sur la circularité. Donc je pense qu'on est rentré dans les questions de déchets, mais je pense qu'il faut vraiment élargir beaucoup cette discussion. Si demain on continue à dire qu'il faut plus d'énergie renouvelable, et ce que disait Thomas, c'est que les énergies renouvelables, on a besoin de certaines ressources qui d'une certaine façon ne vont pas aider la biodiversité et autre chose, c'est vraiment aussi un autre type de conversation qu'il faut avoir. Et la dernière chose, c'est juste pour conclure, c'est juste pour dire que pour nous, pour le PNUD, ce sont on va dire des thèmes au cœur du travail qu'on fait dans la région des États arabes, mais bon, généralement dans le monde, puisqu'on travaille dans beaucoup de pays du monde. Et on pense que c'est vraiment ce changement de paradigme dont on a besoin. Alors après, les changements de paradigme, c'est des petites choses et des grandes choses. Ça dépend des pays, ça dépend des situations auxquelles on est confronté. Mais on a vraiment besoin de cette nouvelle façon de voir le développement. Et au sein du développement, les questions économiques, les questions d'énergie, les questions de respect de la biodiversité, les questions de bien-être, ce sont des choses qui doivent être discutées de façon interconnectée. Donc pour nous, les nouvelles générations des contributions nationales déterminées qui vont être développées pour être présentées en 2025, c'est une opportunité de repenser, de rediscuter. Le développement de plan national de développement, c'est aussi, ça doit être, d'une certaine façon, ça devrait être la même conversation. Ça ne devrait pas être deux conversations. Donc il faut aussi essayer de faire en sorte qu'on converge nos efforts, qu'on converge nos réflexions et que les solutions soient aussi beaucoup plus combinées. Voilà, je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. On applaudit Madame la Présidente.
Merci Céline, merci Thomas, merci Malik, Khaled, merci beaucoup, Raed également, et si Ahmed, que vous avez vu en vidéo tout à l'heure, que vous le verrez. Merci Aïchek, merci Madame. Rentrez dans mon bureau.